Nous sommes le dimanche 3 novembre 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les informations de ce jour, comme nous l'avions déjà rapporté dans nos précédentes éditions, le président Andry Rajoelina a participé au sommet des chefs d'État et de gouvernement au sein du COMESA. Dans son discours, il a confirmé que Madagascar travaille pleinement avec les pays de ce groupe régional pour promouvoir le marché commun comme support au développement. L'agriculture, l'exploitation minière et le tourisme résistant au climat sont les principaux thèmes de ce 23e sommet. Reportage. Je commence par inviter ceux qui se prononcent pour la première fois à cette conférence et j'invite Son Excellence M. Andry Rajoelina, président de la République de Madagascar, à prendre la parole. C'est avec un immense plaisir pour moi d'être parmi vous ici au Burundi aujourd'hui pour ce rendez-vous annuel, le plus important pour notre organisation, le COMESA. Mais permettez-moi tout d'abord de remercier son Excellence Monsieur Ndayishimiye Mie pour votre ascension à la présidence de cette 23e conférence du COMESA et pour l'organisation réussie de ce sommet. Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de ce sommet est particulièrement important car il aborde des sujets cruciaux comme l'agriculture résiliente au climat, l'exploitation minière et le tourisme qui sont essentiels pour relever les défis actuels. Ces secteurs sont des piliers de développement durable et je remercie la République du Burundi de les avoir placés au cœur de notre coopération intra-régionale. Nous devons assurer la résilience de nos 600 millions d'habitants qui croissent de 2,7% par an et renforcer nos économies qui représentent un PIB collectif de plus de 1 000 milliards de dollars. Pour le cas de mon pays, l'agriculture est un secteur clé, pas seulement pour Madagascar, mais pour l'Afrique et le COMESA, car il représente 60% de la PIB de la population, et la population en dépend, et elle contribue près de 40% du PIB. Comme je le disais tout à l'heure, pour le cas de mon pays, actuellement, Madagascar est le 3e plus grand producteur du riz sur le continent africain, après le Nigeria et l'Égypte. Avec nos 36 millions d'hectares de terres arables et 80% de notre population vivant en zone rurale, nous aspirons à devenir le grenier rizicole du continent et à contribuer à l'autonomisation alimentaire de notre région. C'est dans cette optique que Madagascar déploie ses efforts pour la transformation agricole. Nous avançons ainsi vers une agriculture intensive et durable en vulgarisant les semences hybrides améliorées tout en mécanisant notre production pour accroître notre productivité passant de 3 tonnes à 10 tonnes à l'hectare. En modernisant les pratiques agricoles, Madagascar peut et doit être une zone de transformation agricole. Nous nous sommes battus pour avoir notre souveraineté. Et aujourd'hui encore, nous allons nous battre pour notre souveraineté alimentaire pour nos pays respectifs et pour le continent et pour notre organisation. Le secteur agricole est une arme puissante, non pas pour tuer, mais pour nourrir la population mondiale. Pour atteindre cet objectif, l'accès à la terre est une condition indispensable pour pouvoir développer une agriculture pérenne. Pour nous les Africains, et surtout pour les Malagasy, la terre est sacrée, elle est même notre identité. C'est la raison pour laquelle que nous avons priorisé la distribution de plus de 2 millions de certificats fonciers qui permettra à plus de 40% de la population malagasy d'être
propriétaires de leurs terres. Nous avons ainsi mis également en place un programme qui s'appelle Titre Vert, qui consiste à attribuer une parcelle d'1 hectare de terrain aux jeunes agriculteurs et permettre aux paysans d'avoir plus de surface à cultiver et une infrastructure de base pour les soutenir. Enfin, toujours dans ce contexte pour la transformation agricole, je souhaite partager avec vous une citation que j'ai créée. Je cite: « Un bon père de famille est celui qui arrive à nourrir sa famille. Et un bon président est celui qui arrive à nourrir sa population. » Concernant le tourisme, dans notre région, ce secteur contribue jusqu'à 25% du PIB, qui représente plus de la moitié de nos recettes d'exportation. À lui seul, le tourisme enregistre une croissance grandissante et rapide, plus de 3,3%. Le tourisme figure parmi nos piliers de développement socio-économique pour mon pays. Si vous regardez Madagascar sur la carte du continent, vous n'allez jamais rater cette grande île qui se situe au sud-est de notre continent. Car Madagascar possède et dispose 5000 km de côte. Madagascar est donc la plus grande île du continent africain et la 4e plus vaste au monde et abrite 5% de la biodiversité mondiale et 90% de la faune et de la flore de notre pays ne se trouvent qu'à Madagascar. Avec nos paysages exceptionnels, notre patrimoine culturel et historique, nous misons sur la promotion du tourisme, mais également du tourisme éco-responsable, tout en préservant nos ressources naturelles. Nous avons donc mis en place des réserves foncières touristiques pour accueillir les investissements dans les éco-resorts et des éco-lodges de luxe. Et il est primordial que la coopération régionale à travers le COMESA accélère également la mise en place d'infrastructures renforçant la connectivité et facilitant la mobilité des personnes, des marchandises, des services et booster ainsi le tourisme. Parallèlement, notre région regorge de ressources naturelles inestimables. Nos 21 pays membres du COMESA détiennent une part significative des réserves mondiales de minerais estimées entre 20 et 36%. Nous disposons des gisements en or, bauxite, ilménite, platine, cuivre, lithium, manganèse, uranium et terres rares. Valoriser ces ressources représente une opportunité immense pour le développement économique et constitue une solution pour combattre la pauvreté de notre région, mais aussi du continent. C'est pourquoi nous devons élaborer des stratégies communes pour promouvoir la transformation locale et la création de valeur ajoutée afin que ces richesses puissent profiter directement à nos populations et aux futures générations. En ce qui concerne Madagascar, mon pays dispose d'importantes réserves de cobalt, de bauxite, de vanadium et de graphite, et ainsi de terres rares. Ainsi également de pierres précieuses. Le secteur minier représente 33% de nos exportations et contribue considérablement aux recettes publiques. Nous avons récemment adopté de nouvelles réformes pour renforcer le cadre réglementaire et ainsi encourager les investissements responsables et gagnant-gagnant. Monsieur le Président, je tiens à vous dire que pour accélérer les échanges
à travers les pays membres de la COMESA. Il y a une semaine, Madagascar vient de ratifier la SVECAF aux zones de libre-échange. Donc nous rentrons dans la grande famille d'échange du continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce sommet qui célèbre le 30e anniversaire du COMESA doit renouveler notre engagement envers l'intégration régionale et le développement durable. Il est urgent de trouver des solutions concrètes et des résultats tangibles pour honorer les missions de nos pères fondateurs. Parmi les solutions essentielles, nous devons accélérer la transformation agricole, l'industrialisation de chaque pays membre, tout en produisant et en transformant localement tout ce dont nos populations ont besoin. La transition énergétique est également une priorité. Toujours concernant les missions des membres du gouvernement à l'étranger, la conférence internationale sur la biodiversité ou COP16 qui s'est tenue à Cali, Colombie depuis le 21 octobre s'est terminée hier samedi 2 novembre. Madagascar a joué un rôle important dans la COP16 car outre le discours du ministre de l'Environnement qui a été le chef de la délégation malgache durant cette mission et les différentes rencontres organisées au profit de Madagascar, ce dernier a été nommé par le ministre colombien en tant que facilitateur pour Madagascar avec la Norvège. Cela renforce ainsi la victoire diplomatique de Madagascar. Reportage signé Mirvolatsir. Hier s'est terminée la 16e édition de la Convention des Nations Unies sur la faune et la flore qui s'est tenue dans la ville de Cali en Colombie. Une participation réussie pour Madagascar, selon le bilan fait par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Henri Fontaine, qui est le chef de la délégation malgache. Une participation quasi totale aux différentes réunions lors de la COP16 sur la biodiversité, où Madagascar a pu partager la vision du pays dans la protection de l'environnement et la biodiversité. Cela a également été confirmé dans le discours du ministre de l'Environnement mercredi dernier. Madagascar a exprimé sa détermination à l'adresse des autres pays participants et partenaires. La participation de Madagascar à cette convention a également permis de renforcer notre position sur la scène internationale et le succès de la diplomatie malgache. 2 pays ont été nommés facilitateurs par le ministre colombien, à savoir Madagascar et la Norvège. Plus de 150 pays et plus de 90 ministres ont participé à cette COP16 sur la biodiversité. La délégation malgache était composée de représentants de nombreux secteurs, dont d'autres ministères comme celui du tourisme et de l'artisanat, le ministère de l'Agriculture, mais aussi le président de la Commission environnement à l'Assemblée nationale, le gouverneur de la région de Diana, des représentants de la jeunesse et du secteur privé. Cela montre l'unité, la coopération et renforce également le succès du plaidoyer lorsque chaque membre apporte ses compétences à la délégation. Le COP29 sur le changement climatique se tiendra à Bakou, en Azerbaïdjan, le 11 au 22 novembre prochain. Toujours concernant protection de l'environnement et promotion des ressources naturelles, la promotion justement des activités de recherche passe notamment par la valorisation des produits qui font la renommée d'un district. Pour la région d'Itas, dans le district d'Arivunmam, où la forêt de tapis est l'un des produits locaux qui fait sa renommée et qui est aussi une source de revenus pour les habitants. Ainsi, le CNRE, ou Centre national de recherche pour l'environnement, a mené des recherches sur le tapis à travers le projet Pythagore. Grâce à ce projet, le taux de survie des pépinières de tapis a augmenté jusqu'à 90%. Reportage. La forêt de tapis du district d'Arivunmam est l'un des produits qui fait la renommée de la région Itas. Le tapis est une source de revenus pour les habitants et les agriculteurs de cette région, raison pour laquelle le CNRE, au Centre national de recherche pour l'environnement, qui est un centre de recherche sous la houlette du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a initié des recherches sur ces forêts de tapis à travers le projet Pythagore ou préservation intégrée des forêts de tapis et gouvernance des ressources.
L'objectif est l'amélioration et la préservation des forêts de tapis. Ce projet consiste à élever en laboratoire les petits champignons qui vivent avec les tapis via la technique d'inoculation de la chorisienne et à les remettre à leur place dans les champs. Les agriculteurs qui ont utilisé la technique ont constaté un changement car leurs productions se sont grandement améliorées, explique Lal, un pépiniériste d'Arivunma. Le projet est important pour les habitants du fait de leur production de tapis qui se sont améliorées. Il existe également d'autres éléments dérivés des forêts de tapis, comme les champignons, qui peuvent leur apporter de l'argent. L'objectif du projet est de combiner l'expérience des habitants et les résultats de la recherche scientifique pour développer la forêt du tapis et améliorer le rendement et les résultats des pépinières de tapis. Ainsi, cette technique peut augmenter le taux de survie de ces pépinières de tapis jusqu'à 90%, selon un chercheur du CNRE, le professeur Ramanankiran Ernien. Le 31 octobre 2024, la finalisation et le transport des produits du projet Pythagore ont eu lieu à Arivunma. Parlant à présent accent social, en plus d'éduquer les enfants à travers l'éducation civique, l'association Zarasu travaille également avec des groupes des populations locales. L'objectif est de renforcer l'unité et la paix, d'assurer une société harmonieuse afin de contribuer au développement de Madagascar. Ainsi, diverses activités sociales ont été organisées hier par l'association dirigée par son président national Zarasu Ndjiambelnien dans la commune d'Imirmanjou, sous-région d'Alo-Chamangour. La construction d'un puits pour les habitants d'Ambouimandjé, Sitsaraounen a débuté hier et l'association a pris en charge toutes les dépenses. Il convient de noter que depuis de nombreuses années, les habitants sont obligés de parcourir 2 à 4 km à pied pour retrouver de l'eau potable. Une aide a également été accordée à la Fédération des riziculteurs et aux jeunes footballeurs. L'association a également distribué des lampes solaires à Mbalavanu, Vuitsu. Il y a eu également une discussion entre les associations de femmes artisanes et l'association des pêcheurs dans le Funkutan et Vuitsu. En outre, la communauté d'Ambouizanarkil a également reçu des lampes solaires venant de cette association. Dans un tout autre sujet, toujours dans la page sociale, les relations et la communication entre une mère et sa fille manquent cruellement au sein de la société actuelle. À l'origine de cette situation, le penchant des jeunes pour les nouvelles technologies. Ainsi, des associations ont été créées pour faciliter les relations mère et fille à travers divers événements. Reportage de Fenna Soul et Kevin Ravounersan. Les conflits au sein d'une famille ont souvent pour origine des malentendus entre la mère et l'enfant, en particulier la fille. Le manque de dialogue et de discussion en est la principale raison. Les relations entre mère et fille se sont rapidement détériorées en raison de la mondialisation et de l'évolution des mentalités. Afin de les rapprocher, le groupe Filles a organisé un événement hier au Marais Massey. Afin de renforcer les relations et les liens entre les mères et les filles, nous continuerons à rassembler les mères et leurs filles au sein de l'association de manière multiforme, affirme le responsable de l'association. Selon les explications, les mères et filles âgées de 18 à 55 ans sont regroupées dans le groupe Filles. Chacun peut entretenir son corps quelle que soit sa constitution et sa condition physique. Pour lutter contre la stigmatisation des femmes rondes et encourager les femmes entrepreneurs à faire du sport, un événement sportif a été organisé conjointement par le groupe de femmes entrepreneurs de Madagascar et l'association Curvy regroupant les femmes rondes hier à Nkourndjan. L'objectif est que les femmes puissent évoluer avec un corps sain, affirme-t-elle. Elle tient également des actions sociales pour scolariser les enfants vulnérables en travaillant avec des organisations pour apporter à ces derniers un soutien alimentaire, sanitaire et éducatif à travers le projet Don du Cœur. Et puisqu'on a parlé de sport et de pratique d'activité physique, plusieurs bienfaits ressortent justement de la pratique du sport selon les explications d'un médecin que nos journalistes ont interviewé hier. Il est prouvé scientifiquement que les personnes qui font du sport sont plus productifs, que ce soit dans le domaine professionnel que dans la vie quotidienne en général, comparé à ceux qui n'en font pas. Reportage de Felna Soul et Kevin Ravounersan. Faire du sport et des activités physiques sont indispensables pour la santé. En premier lieu, cela augmente l'immunité du corps selon un médecin et faire du sport éloigne de nombreuses maladies. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de pratiquer excessivement du sport, plus que le corps peut supporter. Il est également important de manger des aliments équilibrés, boire de l'eau selon les quantités recommandées.
En outre, pratiquer du sport et des activités physiques régulières peuvent prolonger la longévité d'une personne. C'est aussi efficace pour se déstresser face aux problèmes du quotidien. Ce médecin sensibilise ainsi à la pratique du sport et d'activités physiques car les personnes en bonne santé sont plus productives. Les actualités internationales de ce soir, c'est le dernier week-end avant la présidentielle américaine. Ce samedi, Donald Trump a tenu un meeting en Caroline du Nord avant d'en faire un deuxième en Virginie. Kamala Harris, elle, était en Géorgie. Les précisions de France 24. Dernier meeting pour Kamala Harris dans cet état très convoité qu'est la Géorgie. Je vous le rappelle, en 2020, Joe Biden l'avait emporté avec seulement quelques 11 000 voix d'avance sur son rival Donald Trump. Alors ici, Kamala Harris a tenté de convaincre ses électeurs de jeter leur dernière force dans cette bataille qui s'annonce une fois encore très serrée. Dites-moi, qui ici a déjà voté ? Pour ceux qui n'ont pas encore voté, je veux juste dire que je ne vous juge pas. Vous avez encore le temps. Donc s'il vous plaît, prenez un moment pour réfléchir à votre plan, où et quand vous allez voter. Ici, ce sont plus de 4 millions d'électeurs qui ont déjà voté par anticipation, soit 55% du total des électeurs des Géorgies. Et parmi eux, de très nombreux soutiens de Kamala Harris. J'ai déjà voté, j'ai encouragé des gens à voter. Mes amis ont déjà voté et je voulais moi aussi en faire partie. Et quand ils parlent aujourd'hui d'écrire l'histoire, c'est ce que je ressens. J'écris l'histoire aujourd'hui. Si Trump devient président, il a dit qu'il n'y aurait plus d'élection. Donc ça pourrait être le tout dernier meeting, la dernière fois qu'on fait du porte-à-porte, qu'on surveille les bureaux de vote. Mais je crois qu'on va gagner. Il y a quelque chose dans l'air qui, je crois, éveille les gens à ce que signifie être vraiment libre. Et je crois que nous faisons un grand pas en avant cette année en tant que peuple américain. Preuve de l'importance de la Géorgie dans cette bataille électorale. Après Kamala Harris ce samedi, ce sera au tour de Donald Trump de venir convaincre les derniers indécis ce dimanche. Restons toujours dans ce sujet des élections aux États-Unis. Le vote par correspondance existe dans une quarantaine d'États américains. En 2020, période de pandémie, près d'un électeur sur deux a choisi cette méthode. Mais le milliardaire Elon Musk, qui fait campagne pour Donald Trump depuis plusieurs semaines, estime que chaque électeur devrait se rendre en personne dans un bureau de vote. Il n'est pas le seul à le penser. Alors, comment s'organise ce vote par correspondance et pourquoi plaît-il à tant d'Américains? France 24 nous en dit plus. Voilà donc à quoi ressemble le bulletin de vote reçu par des millions d'Américains. Alors celui-ci est factice, c'est une copie du document, des documents en fait, qu'ont reçus les électeurs de la région de Phoenix. Et vous le voyez, on ne vote pas uniquement pour Kamala Harris ou Donald Trump. Ils choisissent aussi leurs sénateurs, des députés, des juges et se prononcent sur ce qu'on appelle ici des propositions, c'est-à-dire des référendums d'initiative citoyenne. Tout remplir prend du temps. Et justement, les électeurs de Phoenix ont reçu leur bulletin 4 semaines avant le scrutin. Le bulletin s'étale sur 2 pages recto-verso. Il y a beaucoup de candidats et d'élections. Les électeurs ont aussi besoin de s'informer sur plusieurs référendums. Se renseigner à son rythme est plus confortable, plus pratique. Une fois le bulletin rempli, 3 options. L'apporter en personne dans un bureau de vote, le déposer dans une boîte spécialement dédiée à ces bulletins ou tout simplement une boîte à lettres de la poste américaine. Les bulletins arrivent au centre de dépouillement du comté de Maricopa. Des dizaines d'employés sont alors chargés de vérifier la compatibilité des signatures de chaque électeur. Par le passé, le système n'a pas été infaillible. En 2022, le vote de Nate Kennedy n'a pas été compté. On ne l'a pas prévenu d'une anomalie sur sa signature. Pour moi, le jour de l'élection devrait être un jour férié. Tout le monde devrait voter en personne. On éliminerait un maximum de doutes et on pourrait croire au système un peu plus qu'aujourd'hui. Malgré la méfiance de certains, le vote par correspondance reste plébiscité par des millions d'Américains. Et l'une des raisons, la voici, ce sont ces longues files d'attente devant les bureaux de vote, soit le jour de l'élection ou même durant la période de vote anticipé. Restons toujours dans ce domaine d'élection. 2 semaines après la victoire sur le fil du oui au référendum sur l'Union européenne, les Moldaves ont commencé à voter ce dimanche pour choisir leur président et confirmer ou non leur destin européen dans un scrutin menacé par le risque d'ingérence russe. France 24. C'est un second tour décisif pour la Moldavie.
Cette république du sud-est de l'Europe, tiraillée depuis la chute de l'Union soviétique entre la Russie et l'Union européenne, voit l'europhile Maia Sandu, présidente en place depuis 2020, affronter Alexander Stoyanoglo, ancien procureur général, favorable lui à un rapprochement avec la Russie. Deux visions qui s'opposent et divisent la population moldave. Moi et tous mes proches avons peur. S'ils viennent, les pro-russes, c'est fini. Je ne sais pas comment nous allons les chasser à nouveau. Mais nous espérons que les forces pro-européennes gagneront. Nous sommes pour Maia Sandu. En principe, je soutiens davantage Stoyanoglo. Je ne suis pas contre l'Union européenne ni contre l'amitié avec la Russie. Comme il l'a dit, nous devons être amis avec tout le monde, nous ne devons pas avoir de priorité. Je suis en fait une électrice pro-russe, je ne pense pas que la Russie soit un ennemi. Sujet brûlant de cette élection, l'Europe et l'adhésion à l'Union européenne, alors qu'un référendum sur la constitutionnalisation de l'intégration européenne se tenait le jour même du premier tour de l'élection présidentielle et que le oui ardemment défendu par Maia Sandu ne l'a emporté que d'une très courte tête. Un revers que la candidate à sa réélection attribue à une possible ingérence russe, même si le Kremlin rejette toujours ces accusations. Les électeurs attendent aussi de ce scrutin des changements pour leur économie. Fortement impactée par la guerre en Ukraine, l'économie moldave a subi une inflation particulièrement forte, atteignant le niveau record de 34,6% en novembre 2022, alors que le pays est déjà l'un des plus pauvres d'Europe. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre attention et de votre fidélité à notre chaîne. Restez toujours avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre votre film de Union. Sur ce, très bonne soirée sur Viva. Au revoir.